Bonjour et bienvenue sur le podcast Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Blanchard. Donc Nicolas, tu es chef de service d'un service d'accueil familial dans le 91, dans l'établissement qu'on appelle Françoise Dolto, qui est un établissement de la Fondation Droits d'enfance. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et les fonctions que tu exerces aujourd'hui? Oui, bonjour, je suis donc Nicolas Blanchard. Moi, j'ai un long parcours en protection de l'enfance, même si j'ai eu un démarrage dans le cadre du handicap physique, auprès d'une association qui organise le Téléthon aujourd'hui. J'intervenais auprès de personnes à mobilité réduite, vraiment plutôt les personnes les plus touchées par la maladie, qui n'avaient plus de capacité d'action, et l'idée était de pouvoir retravailler avec eux, justement de retrouver une capacité d'action et de retrouver une place en tout cas au sein de leur famille et de leur société. Je me suis assez rapidement orienté vers des dispositifs de la protection de l'enfance, d'abord sur une maison d'enfants à caractère social, sur un public de 3 à 7 ans. Puis j'ai intégré un placement familial, également sur le département du 91, où j'y suis resté une dizaine d'années. Après, j'avais plutôt pour vocation de vouloir travailler la place des parents, et notamment sur l'aspect un peu plus préventif, en tout cas. Donc c'est à cette issue que j'ai intégré la Fondation Droits d'enfance, au service d'accueil modulable, donc qui assure des mesures de placement à domicile, pour ensuite, il y a un peu plus de 3 ans, avoir eu la possibilité d'intégrer un poste de chef de service sur l'accueil familial, donc sur les établissements Françoise Dolto. Ce qui m'a donné aussi l'opportunité de développer pour l'ensemble de nos services 2 autres dispositifs, un dispositif de coordination de parcours et un dispositif de visite en présence d'un tiers. Et est-ce que tu estimes que le fait d'avoir pu travailler dans différents services de protection de l'enfance, avec des publics d'âge différents et des modalités d'accueil et d'accompagnement différentes, te sert aujourd'hui dans tes fonctions de chef de service? Oui, complètement. J'ai toujours eu un peu en idée que ça m'était difficile de pouvoir prétendre en tout cas à ce type de poste sans en connaître un peu l'enjeu des professionnels de terrain qui accompagnent les enfants au quotidien. D'où le fait que progressivement j'ai franchi un peu ces étapes-là à travers les différents diplômes. D'abord moteur éducateur, éducateur spécialisé, aujourd'hui chef de service. Mais pour moi, c'était très important de justement appréhender au mieux le travail de terrain pour pouvoir arriver à cette fonction-là. De la même manière, quand j'ai mes premières missions en accueil familial en tant qu'éducateur spécialisé, ça m'était difficile de me dire que je pouvais soutenir et accompagner des familles d'accueil dans leur quotidien, sans savoir ce que c'était moi-même d'assurer du quotidien. Donc là, mon expérience de prendre en charge des enfants au quotidien, le lever, le coucher, les petits câlins, qui permettent aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'accueil d'un enfant au quotidien. Donc cette mission-là, dans une maison d'enfants à caractère social, m'a aidé à assumer ma fonction d'éducateur spécialisé, comme aujourd'hui. L'ensemble de ces dispositifs, et aussi le dispositif de placement à domicile que j'ai assuré pendant 4 ans en tant qu'éducateur spécialisé, me permet aussi aujourd'hui de voir encore et d'accompagner au mieux les équipes dans ce travail auprès des familles. Et aujourd'hui, les familles d'accueil que tu accompagnes en tant que chef de service, justement, de quelle façon est-ce que tu arrives à les accompagner, à les appuyer dans leur quotidien avec les enfants? Eh bien ça, c'est un sacré jeu d'équilibre. C'est un vrai jeu d'équilibriste parce qu'on demande des choses aux familles d'accueil qui sont assez contradictoires par moments. À la fois, on leur demande d'être une famille, simplement. Et en même temps, c'est un métier qui se professionnalise de plus en plus. On leur demande aujourd'hui d'accéder à un diplôme qui va être rénové prochainement pour accentuer la formation. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant et permet aux professionnels de travailler sur leur posture. Pour autant, ils accueillent au sein de leur famille, avec leurs enfants, leur mari ou leur conjoint. Et tout ça, il y a une recherche d'équilibre à avoir là-dessus. Donc on ne travaille pas, même s'il y a une structure bien sûr sur l'accueil familial, sur les règles du service, sur la manière et les valeurs dont on a pour accueillir les enfants, et ensuite à tisser avec chacune de ces familles d'accueil, en fonction de leur culture, de leur cadre d'accueil, de leur famille, à une recherche d'équilibre en tout cas. Il y a quelque chose d'un tissage là-dessus pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants, mais sans non plus ne pas prendre en considération leur propre famille. Si demain, ils se trouvent déséquilibrés avec leur famille, ça crée de la rupture pour l'enfant accueilli. Donc il y a cette recherche d'équilibre qui est indispensable en tout cas à avoir avec chacun d'entre eux. Et justement, toi qui maintenant travailles dans la protection de l'enfance depuis un certain temps, est-ce que tu as vu un avant et un après justement par rapport à cette professionnalisation et notamment à propos des profils que tu peux rencontrer aujourd'hui dans les familles d'accueil qui œuvrent au sein de la Fondation par rapport aux profils qu'il pouvait y avoir avant? Oui. Auparavant, on était au démarrage en tout cas de
mes missions d'éducateur spécialisé en placement familial, on avait vraiment simplement une famille. La question de la formation n'était pas encore existante. Elle est venue par la suite. Et donc, on avait simplement des familles. Pour illustrer un petit peu ces propos-là, on avait des gens qui étaient uniquement dans l'engagement d'accueillir des enfants au sein de leur famille et qui accueillaient coûte que coûte. La question des congés, des vacances, tout ça, c'était des choses qui n'existaient pas ou très peu, même s'il y avait un cadre législatif qui leur permettait bien sûr d'accéder à des vacances. Pour autant, la professionnalisation, elle est venue beaucoup se jouer là-dessus. On a eu d'autres profils de métiers qui sont arrivés, d'autres professionnels, parfois qui n'avaient pas forcément non plus toujours le même engagement, même si l'engagement de fond reste présent. Et on voit apparaître de plus en plus d'assistants familiaux qui souhaitent prendre des congés, qui souhaitent reconsacrer du temps à leur famille, et ce qui est indispensable et qui est complètement respectable, puisqu'il faut aussi qu'ils prennent soin de leur famille pour pouvoir mieux accueillir derrière. Donc il y a quelque chose comme ça qui est nécessaire dans l'équilibre que je nommais, mais oui, la profession, elle a considérablement évolué là-dessus. L'autre phase, c'est les points bénéfiques aussi de ça, c'est la professionnalisation, la formation qui leur est apportée aujourd'hui, leur donne une meilleure connaissance des dispositifs de protection de l'enfance, les arme un petit peu plus quand même au profil des enfants qu'on accueille. Et parfois, ça reste des enfants qui ont subi des traumatismes dont l'accueil familial vient normalement restaurer un petit peu ces choses-là. Et le fait que le service d'accueil familial soit adossé à une MEX, est-ce que selon toi, ça a des avantages justement ? Je pense notamment pour ces familles qui souhaitent partir en congé à quelques occasions, le fait potentiellement de pouvoir trouver ce qu'on appelle des places de répit dans les MEX ou de pouvoir accueillir les enfants un temps, etc. Est-ce que ça fait sens pour toi que les deux services soient adossés l'un à l'autre ? Alors ça fait complètement sens, mais pas forcément sur l'aspect, je dirais, organisationnel des temps de congé. Ça fait complètement sens parce que au sein de la Fondation, et en tout cas à Françoise Dolto sur le 91, on a à cœur d'accueillir des fratries. Et donc l'ensemble de ces fratries vient parfois rayonner sur une même unité ou une même famille d'accueil, mais parfois sur plusieurs dispositifs qu'on peut avoir. Donc c'est là que ça prend aussi tout son sens, de pouvoir permettre d'accueillir une fratrie, une très grande fratrie. On peut encore avoir aujourd'hui une fratrie de 6 enfants accueillis sur 3 dispositifs différents. Donc tout ce maillage-là est hyper important pour pouvoir continuer de travailler sur la dynamique de la fratrie, la dynamique familiale. C'est pour ça qu'on a construit le poste de coordination de parcours pour venir faire un focus, en tout cas, sur le travail avec la famille et le travail de la fratrie, notamment en interne. Ensuite, l'accueil familial tel qu'il a été construit, un dispositif qui, à terme, pourra accueillir au maximum 18 enfants. Le but, ça n'a pas été de construire une énorme structure, mais de répondre effectivement à un besoin des enfants qui peut être autre que l'accueil en collectif. Donc c'est là que ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens dans le pouvoir pour que toutes les équipes éducatives puissent adapter l'accompagnement des enfants au regard de leurs besoins. Donc un enfant pour qui le collectif peut être trop lourd, ou un placement trop long, ou au contraire parce que le collectif est trop pesant, on peut éventuellement lui proposer un accueil un peu plus cocon sur une famille d'accueil, et au même titre qu'un enfant pour qui la famille d'accueil vient symboliser des choses trop importantes à l'égard de sa propre famille d'origine, on peut aussi s'appuyer sur les collègues de la maison d'enfants pour pouvoir avoir un quotidien un peu moins en prise avec l'image familiale. Dans un précédent épisode, on avait justement interviewé des coordinatrices de parcours dans un établissement de droit d'enfance dans les Yvelines, et elles me racontaient à quel point c'était important justement d'avoir créé cette logique de parcours et ces fonctions qui y sont adossées, parce que ça permettait de pouvoir réévaluer au fur et à mesure de l'accompagnement de l'enfant quels étaient ses besoins et finalement quelle était la meilleure solution à lui proposer à l'instant T en fonction de l'évolution de ses besoins, puisque s'il s'agit d'un placement long et que par exemple un enfant va être accompagné par nos équipes de ses 6 à ses 12 ans, eh bien peut-être que les besoins qu'il avait à 6 ans qui le dirigeaient vers un accueil familial ne sont plus les mêmes à 9-10 ans, et j'imagine que c'est là aussi où c'est important d'avoir une personne qui est en mesure de comprendre le parcours de l'enfant dans sa globalité et de pouvoir aussi interroger la solution qui lui est proposée à l'instant T. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment complètement dans cette dynamique qu'on a créé cette coordination de parcours. Comment, à un moment donné, des professionnels, et là notamment une professionnelle, peut, au-delà des préoccupations quotidiennes, en tout cas, venir faire un focus sur le besoin de chaque enfant, sur le besoin du travail de chaque fratrie, sur le besoin du travail de chaque famille. Il y a forcément une prise de distance à avoir par rapport à ça, que les équipes font très bien au demeurant au quotidien, mais ils sont aussi chargés d'autres missions, de prendre en charge le quotidien. Et donc, en ça, c'est super important, de vraiment pouvoir avoir ces professionnels qui ont pour mission vraiment de faire focus sur les besoins des enfants et d'adapter du coup
et d'être force de proposition sur les dispositifs qui peuvent être proposés à chacun des enfants. Et je le précise pour celles et ceux qui nous écoutent, mais bien évidemment, si la décision est prise qu'un enfant passe d'un type d'accueil à un autre ou un type d'accompagnement à un autre, c'est toujours fait aussi en collaboration avec le juge des enfants qui a statué au début sur tel ou tel type d'accueil. Oui, avec le juge des enfants, avec le service gardien, l'aide sociale à l'enfance. Bien évidemment, c'est un travail de partenariat du quotidien pour nous, sur lequel on travaille quotidiennement avec eux pour construire aussi ces projets-là. L'idée, c'est pas d'être dans un système de vase clos, au contraire, c'est d'être dans un système d'ouverture, au même titre qu'il faut, parce que l'accueil des fratries, c'est beau, ça marche bien dans la majorité des cas, mais on peut aussi rencontrer le cas de fratries qui ont du mal à rayonner ensemble. C'est pas parce qu'on se dit qu'on accueille des fratries et qu'on a tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir le faire que pour autant il faut quand même qu'on continue de s'interroger sur une fratrie peut-elle continuer de rayonner ensemble ou pas, parce que les enjeux, la place qui leur ont été donnée dans le début de leur vie ne sont pas toujours la même. Il y a aussi des enfants à remettre à leur place. On peut parler des enfants un peu parentalisés dans leur vécu, des enfants qui par manque de cadre ou de structure se sont peut-être attaqués, agressés les uns les autres. Il y a des choses, des liens comme ça à reconstruire. Donc se pose la question effectivement de comment on les fait rayonner ensemble et de comment on travaille les relations. Est-ce qu'ils doivent rester dans un même quotidien ensemble? Est-ce qu'ils doivent partager la même famille d'accueil? Ou au contraire, est-ce qu'il faut travailler ces relations, indiscutablement, mais pour autant pas partager le même quotidien? Ça, c'est ce qu'on met à l'œuvre systématiquement et qu'on travaille avec les équipes, en tout cas, pour toujours mettre à la réflexion cette dynamique-là. Et tout à l'heure, tu évoquais l'importance pour toi que ça avait de travailler la question de la relation avec la famille, avec les parents. Quel sens ça prend dans ton quotidien, dans le travail que tu mènes? C'est complètement l'axe de travail un peu premier. On ne perd pas de vue et on pourrait vite le perdre de vue, notamment dans un accueil familial. Il y a quand même, on renvoie quelque chose aux familles qui peut être extrêmement violent pour eux. On accueille leurs enfants dans une dite ou symboliquement une bonne famille, la famille d'accueil, pendant que eux ont été jugés finalement défaillants, symboliquement pour eux une mauvaise famille. Donc la question de leur place est cruciale au sein de l'accueil familial en tout cas. Comment on intègre les parents dans le quotidien de leurs enfants malgré que leurs enfants soient en famille d'accueil? C'est une question qu'on se pose systématiquement. Et c'est en les interpellant, en allant, ils restent détenteurs de l'autorité parentale. Comment on va les solliciter sur chaque action de la vie de l'enfant? Leur enfant doit partir en vacances. On prévoit des projets de vacances, mais pour autant, c'est un temps, ce sont des semaines où il y a des visites avec leurs parents. Comment est-ce qu'on travaille avec eux l'intérêt et le besoin de leur enfant pour qu'ils acceptent aussi qu'à un moment donné, les besoins de leurs enfants. Donc ça, c'est un travail et un maillage du quotidien qui est beaucoup mené par l'éducatrice du service d'accueil familial et par la psychologue, de pouvoir construire chacun de ces projets-là. On n'oublie jamais, et c'est quelque chose que je porte beaucoup auprès notamment des assistants familiaux qui, vous pensez bien, accueillent en 24-24 les enfants. Il y a quelque chose de l'engagement aussi auprès d'eux. Pour autant, c'est pas leur famille. Pour autant, ils ont une famille, ces enfants-là. Et donc, notre travail, ça reste aussi de travailler les liens avec la famille, de soutenir les parents et de les faire réfléchir dans leur parentalité pour qu'un jour, on puisse sortir de cette situation de placement. On n'a pas vocation de garder les enfants ad vitam aeternam, mais au contraire de leur permettre, à un moment donné, de pouvoir regagner leur famille. J'aimerais revenir sur la question de la formation qu'on évoquait pour les assistants familiaux et pour évoquer une autre de tes casquettes au sein de la Fondation, puisque tu fais partie du pôle de formateurs internes à la Fondation, qui a été créé maintenant, je crois, il y a à peu près 3 ans, et qui a pour vocation justement de créer un parcours de formation interne sur différents thèmes, avec une journée d'intégration à laquelle toutes et tous participent et qui est plus générale sur le fonctionnement, l'implantation de la Fondation sur le territoire de l'Île-de-France, ses différentes activités, que ce soit à l'échelle régionale, nationale, internationale, et ensuite des modules plus spécifiques sur la question, par exemple, du travail avec les familles qu'on vient d'évoquer ou du secret professionnel. Toi, quel est ton rôle en tant que formateur interne? Qu'est-ce que ça a pu apporter à ta mission? Et comment tu le conjugues avec tes autres fonctions? Alors, la question de la formation, elle est cruciale dans nos métiers. On est aussi dans une ère où effectivement, trouver des familles d'accueil, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc c'est aussi la question de la formation, je l'amène aussi plus ponctuellement, mais je l'amène aussi à l'extérieur de la Fondation, dans la formation du diplôme d'état d'assistant familial, quand je peux intervenir, notamment sur les notions de comment on travaille en équipe, quand on est une assistante familiale et dont la majorité de ses missions
sont à son domicile, voilà, mais pour autant fait partie d'une équipe, comment on travaille un peu là-dessus. Et tout ça m'amène effectivement à accepter de pouvoir aussi être formateur interne. Pourquoi ? Parce qu'il me semble fondamental aujourd'hui que dans les professionnels, dans les nouveaux professionnels qui arrivent, il y a un partage des valeurs. Et c'est là que le parcours d'intégration interne à droit d'enfance me semble être un axe en tout cas d'amélioration dans le travail avec nos professionnels qui est vraiment intéressant. Parce qu'on vient partager des valeurs. On vient partager la manière dont on accueille un peu les enfants sur la maison d'enfants ou sur un service d'accueil familial ou sur n'importe quel autre dispositif. Du coup, ces différents modules de formation, ils nous permettent effectivement de pouvoir échanger avec ces nouveaux professionnels qui arrivent dans la fondation sur comment ils envisagent le travail avec les familles, sur comment ils imaginent ou quelles sont leurs connaissances aujourd'hui sur les dispositifs de protection de l'enfance, sur qu'est-ce que c'est que le secret professionnel au sein de la fondation. Et tout ça, ces différents modules-là, en tout cas auxquels je participe, le dernier module étant le développement de l'enfant auquel je participe pas encore, mais en tout cas sur l'ensemble de ces modules, c'est la question de comment aujourd'hui sont accueillis les enfants ou les familles au sein de la fondation. Et donc ce partage des valeurs, il me semble aujourd'hui indispensable. Engager les professionnels qui arrivent dans la fondation sur ces différents dispositifs, moi me semble essentiel pour pouvoir justement être dans ce partage des valeurs que porte la fondation. Sur la place que prend le parcours d'intégration, oui, c'est quelque chose qui vient en plus de mes fonctions de chef de service. Donc oui, c'est quelque chose qui demande effectivement de l'engagement. Ça reste quelques journées, mais aussi des temps de préparation pour pouvoir animer ces temps de formation. Même si c'est effectivement quelque chose qui vient en plus de mes missions de chef de service, voilà, je trouve que ça vient servir quand même, in fine, le travail que je mène aujourd'hui à encadrer aussi les équipes. Donc voilà, donc c'est quelque chose certes qui prend du temps, mais je trouve qu'il y a un vrai retour sur investissement en termes de partage de valeur avec les professionnels. Et toi, en tant que chef de service, tu as évidemment des équipes. Est-ce que tu as vu une différence dans tes équipes entre l'avant-après, c'est-à-dire avant que ce parcours de formation interne n'existe, et ce que tu as pu observer après sa création? Ce que j'y vois, la première chose, c'est la rencontre avec les autres membres de la fondation, avec leurs collègues. Je trouve que ça peut s'illustrer de manière assez concrète, notamment pour une assistante familiale qui travaille quand même beaucoup à son domicile, certes intègre une équipe, mais qu'elle ne voit pas tous les jours, mais pour autant, elle n'est pas seule. Il y a quand même d'autres dispositifs de placement familiaux sur le 78, sur Paris, aujourd'hui de la fondation, et donc c'est aussi la rencontre un petit peu de ces collègues-là, la rencontre, même si on est au sein de la même fondation, on ne travaille pas forcément tous de la même manière, dans la finesse. Donc c'est comment on s'enrichit aussi des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose, je trouve qu'il y a un avant et un après, en tout cas quand une assistante familiale a la possibilité de prendre conscience et de voir aussi comment on fonctionne dans la fondation sur d'autres départements. Donc là, il y a un avant et un après. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont sortis ces derniers temps qui montrent le fait que l'accueil familial a une place en termes de nombre moins importante qu'il y a 15-20 ans. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, à tes yeux, t'inquiète ? Est-ce qu'au contraire, c'est une évolution qui te paraît logique ? Comment tu perçois le fait qu'il y ait de moins en moins d'assistants familiaux, justement, et que ça représente à l'échelle de la protection de l'enfance un type d'accueil et d'accompagnement qui est peut-être moins important en nombre qu'il ne l'était précédemment ? C'est un des vrais enjeux aujourd'hui du métier d'assistant familial qui est, comme beaucoup de métiers du social et du médico-social, qui est en voie de désertion. Effectivement, tu as raison de préciser que sur l'ensemble des dispositifs, en tout cas de placement familial, sur le 91, tout le monde est en recherche d'assistant familial. Qu'effectivement, il y a encore quelques années de ça, plus de 50% des mesures des enfants, en tout cas dans situation de placement, étaient accueillis en accueil familial. Aujourd'hui, sur le département du 91, on tombe à moins de 35%. Donc ça veut dire que c'est plus la majorité des enfants accueillis. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile, qui est d'engagement, dans lequel les familles d'accueil, et je parle bien là pour le coup pas d'assistant familial, mais bien de la famille d'accueil, qui vient vraiment engager l'ensemble de la famille sur l'accueil de ses enfants. Donc ce métier d'engagement, il n'est plus vécu tout à fait de la même manière. Du coup, il y a à supporter un petit peu ça, mais avec tous les enjeux qu'il peut y avoir. Est-ce que ça va apporter du plus à ma famille si on se met à la place d'un assistant familial ? Est-ce qu'au contraire, ça va venir la mettre en difficulté ? Et c'est tous ces enjeux-là aujourd'hui qui sont très importants, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que malheureusement, les gens ont plus de crainte de s'engager sur cette mission-là. Là où je vois une évolution qui n'est pas forcément toujours positive, c'est que malheureusement, il y a des enjeux très forts sur les enfants qui sont accueillis. Un enfant qui va être accueilli en maison d'enfant, si un éducateur s'en va, bien sûr qu'il va avoir créé du lien avec lui, mais au quotidien, il va pouvoir y maintenir ses repères. Il va maintenir son école, il y a d'autres éducateurs qui le prennent en charge,
il va garder sa chambre, il va garder... voilà. Donc il y a quelque chose là-dessus qui va lui permettre de maintenir un certain nombre de repères. Si un accueil familial ne fonctionne pas, c'est un vrai enjeu. C'est une de mes grandes craintes, moi, en tant que chef de service, sur l'accueil familial, qui est que ça crée tout de suite de la rupture pour un enfant. Un accueil familial qui ne fonctionne pas au sein d'une famille d'accueil, certes, il peut y avoir départ de la famille d'accueil, mais du coup, de fait, changement d'école, changement de copains, de classe, changement d'environnement, changement de lieu de soins, éventuellement aussi, quand l'autre lieu d'accueil ou l'autre famille d'accueil qui peut prendre en charge est bien plus éloignée. Voilà. Donc ça crée vraiment de la rupture quasi à tous les niveaux, en tout cas pour l'enfant qui est accueilli dans son quotidien. Au moment de l'évaluation, j'imagine qu'il y a beaucoup de paramètres que tu prends en compte pour te dire, tel enfant, je pense qu'il a tout intérêt à être accueilli dans telle famille parce que je sens qu'il y trouvera tout ce dont il a besoin et que la famille, elle, saura accueillir cet enfant en lui apportant justement le nécessaire, enfin, qu'il y a justement une nécessité de se projeter pour toi dans le fait que ça va coller entre le profil de l'enfant et le profil de la famille. Oui, ça c'est quelque chose qui sont les premiers axes de travail que j'ai développés aussi sur le service, sur comment on accueille un enfant au sein de notre dispositif. L'accueil de l'enfant, effectivement, il est à projeter. Il est à projeter au regard de la famille d'accueil dont on sait qu'il y a de la place pour accueillir. Donc on va avoir effectivement tout un processus d'admission qui va nous permettre d'essayer de baliser au maximum et d'avoir la vision la plus clairvoyante possible sur où en est l'enfant, sur où en est sa famille, de quoi il a besoin aujourd'hui au quotidien. Et la question derrière, c'est est-ce qu'on peut répondre à ça? Donc, on va effectivement avoir une étude, une lecture en tout cas de la demande d'admission. Puis, on va recevoir les partenaires pour pouvoir venir chercher les informations qui nous manquent, vraiment avoir une finesse de la connaissance de l'enfant et de là où il en est, les rapports étant pas toujours réactualisés. Et tout ça avec en tête, et je demande à l'équipe de l'avoir en tête, sur la place et la famille d'accueil qui potentiellement peut accueillir. Et c'est là qu'on essaie de voir ensuite si, pour nous, l'accueil est réalisable et est-ce que le service tel qu'il est organisé, avec la place qu'il a aujourd'hui, peut répondre à ses besoins. La dernière étape qu'on va avoir, c'est une présentation au couple accueillant. Là, on va présenter au couple accueillant qui est l'enfant, quels sont ses besoins, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses ressources. Et à partir de là, à eux aussi de faire un choix puisqu'ils sont détenteurs de leurs agréments, donc à eux aussi de faire un choix, est-ce qu'ils se sentent ou pas d'accueillir cet enfant. Et à partir de là, quand tous les curseurs sont au vert, si je peux le nommer comme ça, que tout le monde est un peu OK, et ben à partir de là, on va valider l'accueil de l'enfant. Cette démarche, elle est pour moi essentielle. Elle est essentielle parce que c'est ce qui nous permet effectivement de faire de la prévention sur les potentielles difficultés qu'on va rencontrer et comment on les met au travail. Comment l'équipe, assistant familial, mais avec leurs collègues éducateurs et psychologues, vont pouvoir aussi anticiper les difficultés. Derrière va venir toute cette notion de travail d'équipe. L'idée, c'est que l'éducatrice, qui est un peu plus à distance, fasse partie du décor et du quotidien des enfants. Comment elle les rencontre régulièrement, comment elle soutient l'assistante familiale aussi dans le quotidien. L'idée, on est toujours dans cette démarche un petit peu de prévention, de repérage un petit peu des potentielles difficultés que manifeste l'enfant, pour pas qu'on arrive à des situations de crise, mais qu'on puisse au maximum les anticiper et réajuster notre pratique au regard des besoins des enfants. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une famille qui habite le 91 et qui hésite à devenir famille d'accueil? Eh ben, il y aurait plusieurs types de profils. Le profil qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est déjà le profil des assistants familiaux qui ont leurs propres enfants en bas âge. Et là, il y a un vrai enjeu. Donc, c'est ce qui fait partie aussi des entretiens, en tout cas d'embauche, tels qu'on mène. On a aussi tout un processus d'entretien d'embauche, mais qui sert aussi finalement quelque part de préparation à ce métier-là. J'entends pour les assistants familiaux pour qui ce serait une première expérience. Et là, il y a un vrai enjeu de leurs enfants. Si à un moment donné, un enfant accueilli vient susciter trop de déstabilisation familiale, à coup sûr, en tant que parent, on viendra protéger ses enfants. Donc, le risque, c'est la rupture de l'enfant accueilli. Donc, il y a quelque chose à préparer ça, à préparer le terrain là-dessus, à interroger un petit peu ces futurs professionnels de comment ils ont envisagé ça, comment ils ont projeté ça, de quoi ils ont besoin en termes de soutien pour pouvoir mieux accueillir. Tout ça, on va essayer de le baliser aussi à travers les entretiens d'embauche. Les autres profils qu'on a pas mal, en tout cas au service d'accueil familial à Françoise Dolto, c'est des reconversions professionnelles. Donc on est sur un autre registre. On est sur un autre modèle de professionnels qui ont eu une expérience de vie, qui ont eu une expérience professionnelle tout autre, qui des fois n'a rien à voir avec le social, mais qui veulent s'engager un petit peu dans une mission qui fait un peu plus sens pour eux. Souvent, c'est des personnes qui sont plutôt en deuxième, voire fin partie de carrière. Et du coup, la question des enfants déjà ne se pose pas, de leurs propres enfants.
Bien sûr, elle se pose dans le sens où l'enfant il reste accueilli au sein de leur cellule familiale et leurs enfants viennent à la maison. On sent l'engagement de toute une famille derrière avec toutes les ressources que ça peut apporter aux enfants qu'on accueille. Pour autant, on ne va pas avoir l'enjeu du quotidien, d'une déstabilisation sur ses propres enfants. Donc ça, c'est vraiment un autre profil professionnel extrêmement intéressant aussi parce qu'on écarte un petit peu cet enjeu-là et parce que aussi, du coup, les gens viennent sur avant tout les valeurs. Avant tout les valeurs qu'ils viennent chercher, parce qu'ils viennent chercher aujourd'hui un métier qui va venir faire sens. Et qu'est-ce que trouverait une famille d'accueil nouvelle qui ferait sa première expérience au sein de Françoise Dolto et de la Fondation Droits d'Enfance ? De la manière dont on travaille en équipe, et vraiment j'insiste beaucoup sur la question de travail d'équipe, malgré ce métier qui n'est pas anodin, elle trouverait du soutien et du travail d'équipe. Partant du postulat que l'enfant, il n'est pas accueilli dans une famille d'accueil. Il est accueilli par un service, chacun ayant ses missions, chacun ayant sa place, l'éducatrice, un peu plus de distance, l'assistante familiale, en assurant le quotidien, la psychologue, en assurant son regard clinique, le chef de service, en soutenant aussi l'ensemble de l'équipe, l'assistant familial, voir comment ça se passe pour elle, voir un peu comment l'éducatrice peut vivre les choses et peut être aussi soutenante pour la famille d'accueil. Donc elle viendrait avant tout trouver du soutien. Ce qui nous est renvoyé aussi par les assistants familiaux, c'est aussi ça. C'est aussi la question de comment on travaille en équipe et de comment elles sont soutenues. Mais j'ai envie de dire que le dispositif tel qu'on l'a pensé, 18 enfants à terme, ça reste un tout petit dispositif. Donc ça nous permet d'être réactifs. Ça nous permet que quand une assistante familiale a juste besoin d'échanger ou au contraire vit une situation compliquée, elle a toujours quelqu'un au bout du téléphone. Si c'est pas son chef de service, c'est l'éducatrice ou la psychologue de son choix. Elle décroche son téléphone. Voilà, ça nous permet d'être réactifs dans le fait de pouvoir se déplacer aussi à leur domicile et pouvoir soutenir un petit peu et mieux comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment, je dirais, en tout cas à Françoise Dolto, la dynamique de soutien qu'on essaie d'avoir parce qu'on sait que c'est un métier qui est très engageant. Et c'est un métier qui n'est pas simple. Et j'énonçais en début de cet échange la question de l'équilibre à trouver. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est, de chercher un équilibre entre leur vie de famille et le métier qu'elles appliquent aujourd'hui en tant qu'assistante familiale. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. C'était un épisode de Vocation. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification lors de la publication du prochain épisode. Et vous pouvez soutenir Droits d'Enfance en ligne en faisant un don déductible d'impôt à hauteur de 75% sur droitsdenfance.org. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci.